Je suis resté enchaîné pendant 63 jours, traité comme moins qu'un animal par les hommes qui m'avaient acheté à mon propre père. Ma jambe, celle qui ne fonctionnait pas correctement depuis ma naissance, était devenue une plaie ouverte à cause des fers. Le plus étrange dans cette histoire est que cette même infirmité, considérée comme une malédiction par mon peuple, est devenue ma plus grande force. Ce que mon père voyait comme une faiblesse honteuse était, en réalité, un don que les esprits m'avaient accordé, un don qui me permettrait de voir ce que les autres ne pouvaient pas percevoir. Le matin où tout a basculé, le ciel avait cette teinte particulière, un gris mêlé de rouge, qui annonçait toujours les mauvais présages selon les anciens. Les membres de notre tribu Navajo se déplaçaient comme des ombres silencieuses entre les Hogans, leurs visages creusés par la famine qui nous tenaillait depuis des lunes. Les enfants ne couraient plus, ils se traînaient à peine, leur ventre gonflé contrastant avec leurs membres décharnés. Mon père, le chef astien, avait vieilli de 20 hivers en quelques mois seulement. Ses yeux, autrefois perçants, comme ceux de l'aigle, étaient maintenant constamment baissés vers le sol, craquelés par la sécheresse. La terre elle-même semblait avoir abandonné notre peuple, refusant de nous donner ses fruits, forçant les animaux à migrer vers des terres plus clémentes. Ce matin-là, je préparais des cataplasmes avec les dernières herbes médicinales que nous possédions encore. Ma mère m'avait transmis ce savoir avant de nous quitter pour rejoindre le monde des esprits. Mes doigts travaillaient avec précision malgré la faiblesse qui envahissait mon corps. Ma jambe droite, tordue depuis ma naissance, me faisait souffrir plus que d'habitude, comme si elle pressentait ce qui allait arriver. Astine est entré dans notre Hogan sans prévenir, accompagné de 2 hommes blancs en uniforme. Leurs bottes souillaient notre sol sacré, mais personne n'osait protester. La faim avait étouffé notre fierté. Les soldats ont parlé longuement avec mon père dans cette langue étrangère que je ne comprenais que partiellement. Ils pointaient régulièrement du doigt dans ma direction, leurs regards me transperçant comme des flèches empoisonnées. Les anciens disaient que les yeux sont le miroir de l'âme. Ce jour-là, j'ai vu l'âme de mon père se briser en 1000 morceaux quand il a finalement hoché la tête en signe d'accord. Un des soldats a sorti une sacoche en cuir dont il a extrait des sachets de farine, de café et même quelques morceaux de viande séchée, la nourriture la plus abondante que notre tribu avait vue depuis des mois. Ma grand-mère a compris avant moi. Elle s'est interposée entre les soldats et moi, criant dans notre langue que les esprits nous maudiraient pour des générations. Mon père l'a écarté d'un geste brusque, quelque chose qu'il n'aurait jamais osé faire en temps normal. Il a évité mon regard quand il m'a annoncé que je devais partir avec ces hommes pour servir au fort, que mon sacrifice sauverait notre peuple. Le prix de ma vie était un sac de provisions, juste assez pour permettre à la tribu de tenir quelques semaines supplémentaires. Ayana, la fille boiteuse du chef, celle qui ne pourrait jamais courir avec les autres, celle qui ne trouverait jamais de mari, était finalement utile à sa tribu. Ma valeur se mesurait en tasses de farine et en morceaux de viande séchée. Les soldats ne m'ont pas laissé emporter quoi que ce soit, pas même le petit sac de médecine que ma mère m'avait confectionné. Ils m'ont traîné hors du Hogan pendant que les femmes détournaient le regard et que les hommes baissaient la tête. Seule ma grand-mère hurlait des malédictions, promettant que les esprits vengeraient cette trahison. La dernière image que j'ai eue de mon village était celle de mon père, debout devant notre Hogan, tenant dans ses bras tremblants le paiement pour sa propre fille. Son visage était un masque de pierre, mais ses yeux me suppliant de comprendre ce que son cœur ne pouvait accepter. Le trajet vers Fort Sumner a été mon premier aperçu de ce que serait ma nouvelle existence. Attaché à l'arrière de la charrette militaire, j'ai dû suivre le rythme imposé par les chevaux, malgré ma jambe défaillante. Chaque fois que je ralentissais, le fouet du soldat me rappelait cruellement que je n'étais plus une personne, mais une possession. Le fort se dressait comme une cicatrice sur la terre rouge, un assemblage de bâtiments rectangulaires entourés de hautes palissades en bois. Des hommes en uniforme se déplaçaient dans un ordre précis,
comme des fourmis, suivant un chemin invisible. Leur regard glissait sur moi sans me voir vraiment, comme si j'étais un simple objet parmi tant d'autres. Le capitaine Wilson était un homme au visage aussi lisse que les galets polis par la rivière, mais ses yeux contenaient une froideur qui me glaçait le sang. Il a examiné ma jambe avec la curiosité détachée d'un enfant observant un insecte blessé. Il a déclaré à ses hommes que j'étais parfaite pour les travaux domestiques puisque je ne pourrais pas m'enfuir bien loin avec cette infirmité. Les premiers jours au fort ont été un tourbillon de nouvelles sensations, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Les odeurs âcres de la poudre à canon, du cuir, de la sueur des hommes blancs. Le bruit constant des bottes sur un sol en bois, les ordres criés dans cette langue gutturale, les rires gras qui suivaient chaque fois que je trébuchais. On m'a installé dans un minuscule réduit, à côté des cuisines, sans fenêtre, avec pour seule compagnie les rats qui venaient grignoter les miettes tombées de mes maigres repas. Ma tâche principale était de nettoyer les quartiers des officiers, de laver leur linge, de préparer leurs repas. Mes journées commençaient avant l'aube et se terminaient bien après que tous étaient couchés. Au début, je gardais le compte. Des jours en faisant de petites entailles sur le mur de mon réduit avec un clou rouillé trouvé sous les planches du sol. Après le 20e jour, j'ai cessé de compter. Le temps lui-même semblait s'être arrêté, formant une boucle sans fin de corvée, de douleur et d'humiliation. Le sergent Miller était le pire de tous, grand, avec des mains comme des battoirs et une haleine qui empestait le whisky. Il attendait toujours que je sois seul pour me coincer dans un coin. Il me murmurait des choses dans sa langue que je ne comprenais pas, mais dont je saisissais parfaitement l'intention à la façon dont ses yeux parcouraient mon corps. Ses mains laissaient des marques sur mes bras, des ecchymoses qui mettaient des semaines à disparaître. Une nuit, après une fête particulièrement arrosée des officiers, Miller est venu dans mon réduit. Ses yeux étaient injectés de sang et son équilibre précaire. Cette fois, ses intentions étaient claires. J'ai essayé de me défendre avec le clou rouillé, mais il était beaucoup plus fort. Il a commencé à déchirer ma robe en riant de mes faibles tentatives pour le repousser. Ce qui m'a sauvé cette nuit-là fut l'alarme soudaine qui a retenti dans tout le fort. Des cris, des coups de feu, le chaos total. Miller a juré, m'a frappé violemment au visage et est sorti en trébuchant. Je suis resté recroquevillé. Dans un coin, le goût métallique du sang dans ma bouche tremblante comme une feuille au vent. Les bruits de la bataille se rapprochaient. Des ombres passaient devant la minuscule ouverture sous ma porte. Puis le silence, un silence plus terrifiant encore que le vacarme qui l'avait précédé. La porte de mon réduit s'est ouverte brusquement, laissant apparaître une silhouette que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas un soldat du fort, mais un guerrier apache, le visage peint pour la guerre, les cheveux ornés de plumes. Nos regards se sont croisés. Pendant ce qui m'a semblé une éternité, j'attendais le coup fatal, presque soulagé que ma souffrance allait enfin prendre fin. Au lieu de cela, il a fait quelque chose de totalement inattendu. Il s'est approché, lentement s'est accroupi à ma hauteur et a touché délicatement les chaînes qui me liaient au mur. Ses yeux noirs ont croisé les miens, et pour la première fois depuis mon arrivée au fort, j'ai vu autre chose que du mépris ou de la cruauté dans le regard de quelqu'un. Il a sorti un couteau de sa ceinture et a forcé la serrure de mes chaînes. Sans un mot, il m'a fait signe de le suivre. Mes jambes tremblaient autant de peur que d'épuisement. Il a remarqué ma difficulté à marcher et sans hésitation m'a soulevé dans ses bras comme si je ne pesais rien. Dehors, le fort était en flammes. Des corps jonchaient le sol, principalement des soldats. Les guerriers apaches se déplaçaient et comme des ombres entre les bâtiments, achevant les blessés, récupérant des armes et des provisions. Mon sauveur m'a transporté jusqu'à un cheval attaché à l'extérieur de la palissade et m'a hissé dessus avant de monter derrière moi. Alors que nous nous éloignions au galop, j'ai regardé une dernière fois ce lieu de cauchemar. Les flammes montaient vers le ciel, illuminant la nuit d'une lueur orangée. Je ne savais pas où cet étranger m'emmenait, mais à cet instant précis,
N'importe où semblait préférable à l'enfer que je venais de quitter. Notre voyage a duré plusieurs jours à travers des terres que je ne connaissais pas. Mon sauveur, que j'ai fini par comprendre, s'appelait Naal Nish, parlait très peu. Il connaissait quelques mots de la langue navajo, juste assez pour me faire comprendre ses intentions. Nous nous dirigions vers les montagnes, vers le territoire apache, loin des forts et des patrouilles de soldats. Au début, je me méfiais constamment de lui, m'attendant à chaque instant à ce qu'il se comporte comme les hommes du fort. Mais les jours passaient et il continuait à me traiter avec respect, partageant sa nourriture, s'assurant que j'avais suffisamment d'eau, ralentissant notre rythme quand ma jambe me faisait trop souffrir. Le 5e jour, nous avons atteint un petit campement apache caché dans une vallée encaissée. Une dizaine de tipis disposés en cercle, des femmes préparant des repas, des enfants jouant sous la surveillance des anciens. Naal Nish m'a présenté à un homme âgé dont l'autorité naturelle indiquait clairement qu'il était le chef. Il s'agissait de Cochise lui-même, le légendaire chef de guerre apache dont les soldats parlaient avec un mélange de crainte et de respect. Cochise m'a observé longtemps, ses yeux semblant lire directement dans mon âme. Il a finalement hoché la tête et a parlé longuement avec Naal Nish. Je ne comprenais pas leurs paroles, mais le ton était grave. À plusieurs reprises, Cochise a pointé du doigt ma jambe infirme, puis a fait un geste circulaire englobant tout le camp. Ce soir-là, une vieille femme apache est venue me voir. Elle m'a tendu une robe en peau décorée de perles et m'a fait comprendre que je devais me changer. Elle a ensuite nettoyé les plaies laissées par les chaînes sur mes chevilles et mes poignets, y appliquant un onguent à l'odeur forte mais apaisante. Les jours suivants ont été une période d'adaptation. J'apprenais quelques mots d'apache, et Naal Nish améliorait son navajo. Petit à petit, nous avons commencé à communiquer plus efficacement. Il m'a expliqué que l'attaque sur Fort Sumner avait été planifiée depuis longtemps en représailles aux nombreuses exactions commises par les soldats contre son peuple. Un matin, alors que nous partagions un repas, Naal Nish m'a posé une question qui m'a glacé le sang. Il voulait savoir si j'étais la fille de Asteen, le chef navajo. Surprise qu'il connaisse le nom de mon père, j'ai confirmé. Son visage s'est alors assombri, et il a baissé les yeux vers le sol, comme s'il hésitait à poursuivre. Ce jour-là, j'ai appris la vérité sur mon père et sur les relations entre nos peuples. Asteen n'avait pas seulement vendu sa fille, par désespoir face à la famine. Il avait également conclu un accord secret avec les soldats, leur fournissant des informations sur les déplacements des Apaches en échange de protection et de provisions. La dernière attaque, celle au cours de laquelle Naal Nish m'avait sauvé, avait coûté la vie à plusieurs guerriers apaches à cause des informations fournies par mon père. Parmi les morts se trouvait le frère cadet de Naal Nish, à peine sorti de l'enfance, qui participait à sa première action guerrière. Cette révélation m'a frappé comme un coup de tonnerre. Non seulement mon père m'avait vendu comme une marchandise, mais il avait aussi trahi d'autres peuples natifs, contribuant à leur destruction alors que nous partagions le même ennemi. La honte m'a envahi, si intense que pendant plusieurs jours, je n'ai pu regarder personne dans les yeux. Je comprenais maintenant pourquoi Cochise m'avait regardé avec tant d'intensité. Il savait qui j'étais, la fille du traître. Je m'attendais à être chassé du camp, voire pire, mais rien de tel ne s'est produit. Au contraire, Naal Nish a continué à passer du temps avec moi, m'enseignant patiemment leurs coutumes, leur langue. Un soir, alors que nous étions assis près du feu, je lui ai demandé pourquoi il m'avait sauvé, sachant qui était mon père. Sa réponse a changé ma perception de tout. Il m'a expliqué que lors de l'attaque, quand il m'avait trouvé enchaîné, dans ce réduit sombre, il avait reconnu le médaillon que je portais autour du cou. Un petit disque en argent gravé de symboles navajo, le dernier cadeau de ma mère avant sa mort. Ce médaillon appartenait autrefois à sa propre mère, une femme navajo capturée lors d'un raid, puis adoptée par la tribu Apache. Cette femme était ma tante, la sœur cadette de ma mère, disparue avant ma naissance et que tout le monde croyait morte. En me sauvant, Naal Nish avait en réalité sauvé sa cousine.
le dernier lien de sang qui lui restait avec sa mère disparue. Cette révélation a fait vaciller tout mon monde. J'étais lié par le sang à cet homme qui m'avait sauvé, à ce peuple que mon père avait trahi. Les frontières entre Navajo et Apache, entre amis et ennemis, entre victimes et sauveurs se brouillaient. Dans mon esprit, j'ai pleuré cette nuit-là, des larmes de confusion, de douleur, mais aussi étrangement de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus seul. Les semaines suivantes ont été marquées par un changement profond dans ma relation avec le camp Apache. La révélation de mes liens de sang avec Naal'Nish avait transformé mon statut. Je n'étais plus simplement une Navajo tolérée par pitié, mais une parente retrouvée, un morceau de puzzle qui retrouvait sa place dans le grand tableau de leur histoire. Cochise lui-même est venu me parler, cette fois avec Naal'Nish, comme interprète. Il m'a expliqué que la guerre contre les hommes blancs n'était pas un choix mais une nécessité pour la survie de son peuple. Il ne nourrissait aucune haine particulière envers les Navajos, seulement envers ceux qui trahissaient leur propre sang pour quelques miettes de la table des envahisseurs. Ma jambe infirme, qui avait toujours été source de honte dans ma tribu, était perçue différemment ici. Une vieille guérisseuse m'a prise sous son aile, m'expliquant que les esprits marquaient parfois certains individus physiquement pour signifier un don spirituel particulier. Mon infirmité n'était pas une malédiction, mais un signe que je voyais le monde différemment des autres. Elle m'a enseigné les plantes médicinales de la région, différentes de celles que je connaissais, mais souvent utilisées pour des fins similaires. J'ai découvert que ma façon de me déplacer, adaptée à ma jambe plus faible, me rendait particulièrement attentive aux détails du sol, aux traces subtiles que d'autres manquaient. Je pouvais identifier un passage humain plusieurs jours, après remarquer des perturbations dans la végétation que même des pisteurs expérimentés négligeaient. Un matin, Naal'Nish est venu me trouver avec une expression grave. Des éclaireurs avaient rapporté que des soldats, accompagnés de guides Navajos, approchèrent de notre position. Parmi ces guides se trouvait mon père. Mon cœur s'est serré à cette nouvelle. Astin n'avait donc pas changé, continuant à trahir pour survivre. Cochise a réuni le conseil pour décider de la marche à suivre. Certains voulaient tendre une embuscade, éliminer la menace. D'autres préféraient déplacer le camp, éviter le conflit. Le débat était houleux, les opinions tranchées. Contre toute attente, Cochise s'est tourné vers moi et m'a demandé mon avis. Un silence pesant est tombé sur l'assemblée. J'ai alors proposé une troisième voie. Je connaissais mon père, ses faiblesses, sa façon de penser. Je pouvais l'approcher seul, lui parler, peut-être le convaincre de renoncer à cette voie de trahison. Si j'échouais, le camp aurait tout le temps de se déplacer avant que les soldats n'arrivent. C'était risqué, mais cela éviterait un bain de sang inutile. Après une longue délibération, Cochise a accepté mon plan, à la surprise générale. Naal'Nish s'est porté volontaire pour m'accompagner jusqu'à un point sûr. Mais la confrontation avec mon père, je devrais l'affronter seul. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, préparant mentalement ce que je dirais à l'homme qui m'avait vendu comme du bétail. À l'aube, Naal'Nish et moi sommes partis. Nous avons chevauché en silence pendant plusieurs heures, suivant un chemin détourné pour éviter d'être repérés par les éclaireurs des soldats. Arrivé à proximité de leur campement, Naal'Nish m'a serré brièvement dans ses bras avant de disparaître dans les buissons, me laissant seul face à mon destin. Je me suis avancé vers le campement, boitant volontairement plus que nécessaire pour paraître plus faible que je ne l'étais réellement. Un soldat m'a repéré et a pointé son arme vers moi, criant quelque chose que je n'ai pas compris. D'autres soldats sont arrivés, formant un cercle menaçant autour de moi. Puis mon père est apparu. Astin semblait avoir vieilli de 10 ans. Son visage s'est figé en me reconnaissant, oscillant entre incrédulité et horreur. Il a dit quelque chose aux soldats, qui ont baissé leurs armes, mais sont restés à proximité, méfiants. Nous nous sommes assis à l'écart, suffisamment loin pour ne pas être entendus, mais toujours sous la surveillance des soldats. Mon père a parlé le premier, me demandant comment j'avais survécu, où j'avais été tout ce temps. Je lui ai répondu calmement,
sans mentionner les Apaches, lui disant simplement que j'avais été sauvé lors d'une attaque et que j'avais vécu seul dans les montagnes depuis. Puis je lui ai posé la question qui me brûlait les lèvres. Pourquoi continuait-il à collaborer avec ceux qui détruisaient notre mode de vie, notre culture, notre peuple? Sa réponse était simple et terrible à la fois. La peur. La peur de voir les siens mourir de faim, la peur de la puissance des hommes blancs qu'il jugeait inévitable et écrasante. Il m'a alors fait une proposition qui m'a glacé le sang. Il pouvait me faire pardonner par les soldats, me ramener au sein de la tribu. En échange, je devais lui révéler où se cachaient les Apaches, qui m'avaient, selon lui, maintenu captive tout ce temps. C'était ma chance de retrouver ma place, de ne plus être une paria. À cet instant, j'ai vu mon père, tel qu'il était réellement. Un homme brisé, qui avait renoncé à se battre, qui préférait survivre dans la honte plutôt que résister avec dignité. J'ai compris que je ne pourrais jamais le faire changer. La peur était trop profondément ancrée en lui. Je lui ai alors menti. Je lui ai décrit un campement Apache fictif dans la direction opposée à celle où se trouvait réellement le groupe de Cochise. Je lui ai donné suffisamment de détails crédibles pour qu'il me croie, utilisant ma connaissance nouvelle des habitudes Apaches pour rendre mon mensonge convaincant. Avant de partir, j'ai regardé une dernière fois celui qui m'avait donné la vie. Nos yeux se sont croisés et j'ai vu qu'il avait compris que je n'étais plus sa fille, que j'avais choisi un autre chemin que celui de la soumission et de la trahison. Sans un mot de plus, je me suis éloigné, sentant son regard peser sur moi jusqu'à ce que je disparaisse dans les buissons où Naalnish m'attendait. Le retour au camp Apache s'est fait dans une atmosphère tendue. Naalnish et moi savions que nous n'avions que peu de temps avant que mon père ne réalise qu'il avait été trompé. Le camp devait être déplacé immédiatement. À notre arrivée, Cochise a écouté attentivement mon récit. Sans hésitation, il a donné l'ordre de lever le camp. En moins de 2 heures, il ne restait plus aucune trace de notre présence dans la vallée. La tribu s'est dirigée vers les hautes montagnes, un territoire difficile d'accès où les chevaux des soldats seraient un handicap plutôt qu'un avantage. Pendant la marche, Naalnish est resté à mes côtés, m'aidant quand le terrain devenait trop escarpé pour ma jambe affaiblie. Ce soir-là, autour du feu dans notre nouveau campement, Cochise m'a fait un honneur auquel je ne m'attendais pas. Il m'a offert un couteau, symbole que j'étais désormais considéré comme un membre à part entière de la tribu. Plus important encore, il m'a donné un nouveau nom. Désormais, je serai connu comme Ildzan Naaba, la femme qui voit au-delà. Ce nom faisait référence à ma capacité à voir au-delà des apparences, à distinguer le vrai du faux, mais aussi à ma faculté unique de repérer des traces que d'autres ne voyaient pas. Ma différence, qui avait été une source de rejet parmi les miens, devenait ici une force respectée et valorisée. Les mois qui ont suivi ont été une période de transformation profonde. Sous la tutelle de la vieille guérisseuse et de Naalnish, j'ai développé mes compétences, ma connaissance des plantes médicinales. Navajo, combiné aux enseignements Apache, m'a permis de créer des remèdes plus efficaces. Ma façon particulière de me déplacer, adaptée à ma jambe plus faible, m'a rendue extraordinairement silencieuse, capable d'approcher des animaux ou des humains sans être détectée. Un jour, des éclaireurs ont rapporté avoir repéré un groupe de femmes et d'enfants Navajo escortés vers un fort par des soldats. Probablement des familles de ceux qui, comme mon père, avaient collaboré et qui étaient maintenant déplacés de force. Naalnish est venu me trouver, me demandant si je voulais participer à une mission de sauvetage. Pour la première fois, j'allais mettre mes nouvelles compétences au service d'une cause plus grande que ma simple survie. J'ai accepté sans hésitation. Nous avons élaboré un plan qui tirait parti de mes capacités uniques. Tandis que les guerriers créeraient une diversion, je me glisserais près des prisonniers pour les guider vers une voie d'évacuation sécurisée. La mission a été un succès au-delà de nos espérances. Non seulement nous avons libéré tous les captifs sans perdre un seul homme,
Mais j'ai également reconnu parmi eux ma grand-mère, celle qui avait maudit mon père le jour où il m'avait vendu. Nos retrouvailles ont été bouleversantes. Elle m'a raconté comment, après mon départ, la situation de la tribu avait empiré. La nourriture fournie par les soldats en échange de ma liberté avait été rapidement consommée, et les promesses de protection s'étaient révélées mensongères. Ma grand-mère a choisi de rester avec nous, apportant avec elle la sagesse et les traditions navajo. Sa présence a créé un pont entre les deux cultures, renforçant l'idée que nos peuples avaient de plus à gagner en s'unissant qu'en se divisant face à l'ennemi commun. Notre groupe est devenu connu pour ses actions de libération. Des rumeurs ont commencé à circuler parmi les soldats et les colons à propos d'une femme boiteuse qui apparaissait comme un fantôme, libérant les prisonniers et disparaissant sans laisser de traces. Certains disaient qu'elle était un esprit vengeur, d'autres qu'elle possédait des pouvoirs magiques qui lui permettaient de se rendre invisible. Ces légendes nous ont servi, semant la peur et la confusion parmi nos ennemis. Petit à petit, d'autres groupes Navajo et Apache ont rejoint notre cause, créant une alliance informelle mais efficace contre les forces qui cherchaient à nous éliminer. Un jour, nous avons appris que mon père avait été tué, non pas par des Apaches ou des soldats, mais par ses propres hommes, qu'il avait tenus responsables des représailles subies après une information erronée qu'il avait fournie. L'information que je lui avais donnée lors de notre dernière rencontre. Cette nouvelle m'a rempli d'émotions contradictoires, de la tristesse pour l'homme qu'il avait été autrefois, de la colère pour ses trahisons, mais aussi un sentiment étrange de fermeture d'un chapitre douloureux de ma vie. Nalnish m'a trouvé ce soir-là, assise seule sur un rocher surplombant la vallée. Sans un mot, il s'est assis à mes côtés. Nous sommes restés ainsi longtemps, contemplant les étoiles. Puis, doucement, sa main a trouvé la mienne. Ce simple contact contenait plus de réconfort que tous les maux du monde. Cette nuit-là, j'ai compris que malgré toutes les pertes, toutes les souffrances, j'avais trouvé quelque chose de précieux. Une nouvelle famille, un but, et peut-être même l'amour. Non pas malgré ma différence, mais grâce à elle. Ce que mon père avait considéré comme une malédiction s'était révélé être mon plus grand don. 5 hivers ont passé depuis cette nuit où Nalnish m'a sauvé des chaînes de Fort Sumner. Notre petit groupe est devenu une communauté florissante, cachée dans les montagnes, composée de survivants de diverses tribus qui ont choisi de vivre libres plutôt que sous le joug des réservations. Ma réputation de guérisseuse et de traqueuse s'est étendue bien au-delà de nos frontières. Des gens viennent de loin pour me consulter, apportant avec eux des histoires du monde extérieur. Un monde en pleine transformation, où notre mode de vie semble de plus en plus menacé. Nalnish et moi, nous sommes unis, selon les traditions Apache et Navajo, créant notre propre cérémonie qui honore nos deux héritages. Ma grand-mère a vécu assez longtemps pour voir naître notre premier enfant, une petite fille, aux yeux aussi perçants que ceux de son père. Elle est née avec 2 jambes parfaitement fonctionnelles, mais avec une marque de naissance sur la joue droite que ma grand-mère a immédiatement interprétée comme un signe des esprits. Notre fille grandit libre, apprenant à la fois les traditions Navajo et Apache, écoutant les histoires des anciens autour du feu le soir. Elle connaît mon histoire, adaptée à son jeune âge. Elle sait que sa mère a survécu à de grandes épreuves, que sa jambe différente est un don des esprits, et que parfois, ce que nous percevons comme nos plus grandes faiblesses peut devenir notre plus grande force. Cochise nous a quittés pour rejoindre le monde des esprits il y a 2 hivers. Avant de partir, il m'a confié une mission, recueillir et préserver les savoirs de nos peuples, les histoires, les remèdes, les coutumes. Assurer que même si notre mode de vie traditionnel venait à disparaître, notre essence survivrait. Je passe donc mes journées à enseigner aux jeunes, à soigner les malades et à consigner par écrit, dans un mélange de symboles Navajo et Apache, tout ce que je peux apprendre des anciens. Ce travail me remplit d'un sentiment de but et d'accomplissement que je n'aurais jamais cru possible dans mes jours les plus sombres.
Ma jambe me fait toujours souffrir, surtout par temps humide ou froid. Les cicatrices laissées par les chaînes sont toujours visibles sur mes poignets et mes chevilles. Mais ces marques ne sont plus des symboles de honte ou de souffrance. Elles sont les témoins de mon parcours, de ma résilience. Parfois, quand je me tiens au sommet de notre montagne, observant le monde en contrebas, je repense à cette jeune fille terrifiée que j'étais, vendue par son propre père, considérée comme sans valeur à cause de sa différence. Je lui dirais que la route sera longue et douloureuse, mais qu'au bout du chemin, elle trouvera sa vraie place, sa vraie force. Les soldats sont toujours là, dans les plaines en contrebas. Les forces se multiplient, les réservations s'agrandissent. Notre combat n'est pas terminé, et je ne me fais pas d'illusions sur les défis qui nous attendent. Mais pour la première fois depuis longtemps, je regarde l'avenir avec espoir plutôt qu'avec crainte. Car j'ai appris la leçon la plus importante de toutes. Ce n'est pas notre corps qui définit notre valeur, ni même notre tribu ou notre sang. C'est notre esprit, notre résilience, notre capacité à voir au-delà des apparences et des préjugés. C'est notre volonté de nous lever chaque matin et de continuer à avancer, malgré les obstacles, malgré les douleurs. Je suis Ilzan, Nabaa, la femme qui voit au-delà. Je porte en moi le sang des Navajos et l'esprit des Apaches. Je suis à la fois brisée et complète, faible et forte, et mon histoire ne fait que commencer. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous. C'est gratuit et je vous promets d'autres révélations qui ébranleront vos certitudes.